Tiens-toi bien ma gueule parce que le sponsor du jour t'offre une Nintendo Switch OLED. Salut ma gueule, c'est John Michael, laisse-moi te parler d'un jeu incroyable. Doomsday Last Survivors te fera plonger dans un univers apocalyptique peuplé de zombies assoiffés de sang. Ça fait rêver, non? Tente de survivre en construisant un refuge et en recrutant les meilleurs des badass. T'aimes la stratégie? N'en dis pas plus. Dans Doomsday Last Survivors, tu pourras améliorer des compétences et technologies bien spécifiques pour développer ton propre style de jeu. Il y a tant de choses à faire, t'es pas prêt d'en avoir fait le tour, crois-moi. Massacrer du zombie à l'appel avec le mode Tower Defense, prendre part à des quêtes de survie spectaculaires, sans oublier un mode multijoueur hyper intense. Et avec sa communauté hyper active, tu pourras même te faire des amis en rejoignant des alliances de joueurs. Qui a dit que lapider des zombies ne pouvait pas être convivial? Clique sur le lien dans la description ou flash mon QR code pour télécharger le jeu et obtenir un pack cadeau d'une valeur de 250 €. On se fout pas de ta gueule mon con. Et le plus ouf dans tout ça, c'est qu'en téléchargeant le jeu, tu seras automatiquement inscrit au tirage au sort pour gagner une magnifique Nintendo Switch OLED. Regarde comme elle est belle. Et t'as rien à faire de plus que cliquer sur un lien ou flasher un QR code. Franchement, c'est pas la mer à boire, rien à perdre et tout à y gagner comme on dit. C'est pas génial ça? Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Amuse-toi bien ma gueule, et bonne chance. Avant le début de cette vidéo, je vous annonce rapidement la mise en place de mon podcast sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Je vous invite donc à vous y abonner et à regarder mon dernier YouTube Short pour en savoir plus. Merci d'avance et bon visionnage. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard et aujourd'hui on se mate un petit nanar old school. Alors sortez vos Walkman et vos plus belles vestes en jean parce qu'on repart dans les années 80 avec Metamorphosis, The Alien Factor. C'est parti. Metamorphosis, The Alien Factor est un film d'horreur slash science-fiction slash nanar réalisé par Glenn Takakjian. Mais qui es-tu Glenn Takakjian? Eh bien, pour être tout à fait honnête, Glenn Takakjian il a pas fait une grosse carrière en tant que réalisateur. En gros il a fait ce film, 4 épisodes de série télé, un court-métrage et voilà. Non, le Glenn il a plutôt eu une carrière bien remplie en tant qu'acteur. Par exemple, c'était lui le voleur numéro 2 dans If Dog Rabbit avec John Hurt et Matthew Modine. Ah mais si, il joue aussi le client dans l'épisode 304 de Rizzo Annals. Bon ok, j'arrête de faire semblant. Même niveau acting, sa carrière c'est pas trop ça le pauvre. Bref, en 1990, il nous sort donc ce Metamorphosis The Alien Factor, écrit et réalisé par lui-même. Un vrai film d'auteur donc. Ce qu'il y a de particulier avec ce film, c'est qu'à la base il était conçu comme la suite de The Deadly Spawn, un film de monstre de 83. Il s'appelait même carrément Deadly Spawn 2, The Metamorphosis. Et puis de sombres problèmes entre les différents investisseurs du film ont eu lieu en coulisses, ce qui explique ainsi pourquoi le film, dont la production avait commencé en 87, n'a vu le jour qu'en 90. Et il est tout à fait possible que ces problèmes soient dus à son budget estimé à seulement $1 million, qui s'est avéré très insuffisant étant donné les nombreux effets spéciaux, maquettes et autres créatures conçues pour le film. Ouais, les dépassements de budget, c'est pas le genre de choses qui plaît aux investisseurs en général. Toujours est-il que si ça partait avec des intentions relativement nobles, créer une petite série B avec des monstres bien foutus, ils ont vite été obligés de revoir leurs ambitions à la baisse. Du coup, ça a fini par sortir bon gré mal gré sous un autre titre, et voilà le résultat. Nanar oblige, on a droit au fameux générique à rallonge. Et puis soudain, la Lune. Et puis ensuite, la Terre. Pour info, l'équipe aurait tourné ses plans dans l'espace. Dans l'espace maquette de chez Gilou, pardon. Un gars plein de talent. Bref, une fois ce passage obligé terminé, le film démarre véritablement au sein du centre de recherche de Talos, où l'agent de sécurité Jean-David se boit un bon petit kawa en tournant le dos au moniteur qu'il est censé surveiller. Ça doit être l'heure de la pause. Et puis soudain, le signal d'alerte le plus confus du monde retentit. Signal d'alerte pour anomalie. Labo génétique 4, 9e niveau. Secteur jaune numéro 11. Bâtiment numéro 23, dans la zone d'expérimentation B12. Après que Jean-David ait tapé la commande sur son clavier old school, la caméra de surveillance procède à un zoom. Secteur jaune numéro 11, zoom télécommandé. Putain, j'espère que c'est pas une urgence parce que là tout le monde a le temps de crever 3 fois avec vos conneries. Jean-David part donc jeter un œil dans le labo génétique 4 du 9e niveau au secteur jaune numéro 11. J'espère qu'il se l'est noté. Et après avoir traversé plusieurs couloirs ou plusieurs fois le même couloir car tout est possible grâce à la magie du montage, il arrive enfin au labo génétique 4 du 9e niveau dans le secteur jaune numéro 11. Là, il découvre une grosse plaque de sang dans laquelle il trempe son stylo, sans doute histoire de confirmer que c'est pas du ketchup. Ouais, parce que les scientifiques du coin c'est des gros dégueux, ils en foutent partout quand ils bouffent. Il ouvre alors les portes du labo génétique 4 et là, Jean-Roger débarque. Et soit il a vraiment bouffé comme un gros porc, soit il s'est passé quelque chose d'horrible dans le labo génétique 4 du 9e niveau, secteur jaune numéro 11. Jean-David a alors le choix. Appeler des renforts histoire de mettre toutes les chances de son côté, ou s'avancer à l'aveugle, armé d'une lampe torche et d'un petit pistolet de merde. Vous savez très bien ce qu'il va décider de faire. Condition 3, signal d'alerte. Élimination par filtrage. De quoi? Pas de contamination détectée. Prière d'être prudent. Système de compression Halon en attente. Jamais tu fermes ta gueule donc. Après avoir entendu des bruits étranges, Jean-David se fait soudainement attaquer par une chose monstrueuse qui reste dans l'ombre. M5 et GH4, indicateur de standard OPC. Mais oui, c'est clair. Notre agent de sécurité plein de bonne volonté, il laisse donc sa peau, laissant derrière lui ses 2 filles avec lesquelles on fait immédiatement connaissance. Il y a Sherry qui s'envoie en l'air avec son copain Jean-Kevin et Kim qui les surprend tout en finesse. Wow! Vas-y, Frangine! Est-ce que tu as vu l'heure? Rassure-toi, Frangine. Je suis sortie avec Billy. J'étais en bonne main. Bah alors, Billy? Oh bah tu sais, moi, j'ai toujours été un tombeur, hein. Ma mère dit que c'est moi le plus beau.
Mais j'en doute pas, mon salaud. S'ensuit une petite dispute entre les deux sœurs qui nous permet d'apprendre que la mère est décédée. Ah, vous risquez de pas apprécier la nouvelle alors. Et pendant ce temps, dans le secteur jaune numéro 11, Mary Vanessa et son patron Jean-Gustave débarquent sur les lieux du drame. Tous les systèmes biologiques fonctionnent dans les paramètres Zeta en norme. Code prioritaire d'urgence L374 enclenché. Oui, le fameux. Il réalise bien vite que de terribles événements ont eu lieu dans le labo génétique 4 du 9e niveau et que quelque chose s'en est échappé. Du coup, Mary Vanessa panique, contrairement à Jean-Gustave qui semble prendre la situation avec un poil de désinvolture. Nous sommes tout à fait en mesure de maîtriser la situation au sein même de Talos. J'ai 2 hommes à sa recherche actuellement. Bah j'espère qu'ils ont autre chose que des lampes torches, de Gus. Il semblerait en fait que la chose soit plus qu'un simple monstre, chose que nous apprend alors Mary Vanessa. Cette créature est encore Michael Foster. Mais qui se serait métamorphosé? Les pièces du puzzle s'assemblent. Bref, étant donné que Foster et Mary Vanessa sont ensemble, elle est pas partante pour qu'il soit tué. Mais ça, Jean-Gustave, il s'en fout pas mal. Faut dire qu'il est pas franchement étouffé par l'altruisme, le gars, et qu'il s'est même déjà débarrassé des corps de Jean-David et Jean-Roger. C'est ignoble, vous n'êtes qu'une ordure. Arrivent alors Johnson et Michel, les deux gros bras chargés de retrouver la créature. Et après avoir jeté un coup d'œil au menu, ils écoutent le récit de Mary Vanessa. Donc en gros, quelques mois auparavant, le gouvernement a confié à Talos des tissus organiques d'origine extraterrestre pour s'amuser avec. Le Dr Foster travaille donc sur son petit musée des horreurs au sein du labo génétique 4 du 9e niveau. On y trouve des plantes cheloues, un poisson chelou, un chien chelou et une petite merde verte chelou. Ceci dit, malgré toutes les horreurs ambiantes, l'ambiance de travail reste plutôt détendue. Oh, s'il te plaît, j'irai pas devant les mutants. Mais en fait, elle avait sans doute raison, parce que quand il décide de remettre ça devant les mutants, ce con enfonce une aiguille dans l'œil de la petite merde verte chelou qui réplique immédiatement à coup de dent. Mais il réagit comme un vrai scientifique et défonce la vitrine où était enfermée la petite merde verte chelou, risquant ainsi de contaminer tout le labo génétique 4 du 9e niveau. Heureusement, Mary Vanessa est là. Est-ce que ça va? Oh, Michael, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, elle sert pas à grand chose, mais elle est là. Foster décide alors d'employer les grands moyens. Perce ça sur ma main. Michael, c'est de l'acide sulfurique. Bon sang, ne discute pas, fais ce que je te dis. Du coup, Mary Vanessa s'exécute pendant que Foster vit sa meilleure vie. Tu crois que ça va aller? Nickel, qu'est-ce que c'est qu'une main après tout? Mais il semblerait finalement que Foster ait subi le supplice de l'acide pour rien, car la contamination commence à faire son œuvre. Comme quoi, et c'est bon à savoir, dans le doute, ne jamais se verser d'acide sulfurique sur la main. Leur copain Jean-Roger arrive alors pour les aider et constate l'étendue des dégâts. Bon par contre, elle se garde bien de lui dire qui lui a versé l'acide sur la main, hein. Après une petite crise pas du tout inquiétante de Foster... Aide-moi à le tenir. Jean-Roger propose de l'emmener à l'hôpital, mais Jean-Gustave l'en empêche, parce que leurs expériences, elles sont pas super légales. Jean-Roger et Mary Vanessa devront donc soigner Foster eux-mêmes au sein du labo génétique 4 du 9e niveau. On apprend ensuite que Jean-Gustave, bah ça l'arrangeait bien de pas porter secours au Dr Foster. Al saligo. Car quelques mois plus tôt, Foster avait développé un virus qui aurait pu sauver l'humanité de certains types de maladies héréditaires. Me demandez pas comment, j'y connais rien. Mais Jean-Gustave, lui, il préférait vendre le virus à la défense pour en faire une arme. Bah ouais, mais bon, connard un jour, connard toujours, hein, vous êtes marrant vous, c'est pas si facile d'aller contre sa nature. Sauf que Foster, il est pas du genre à se laisser faire. Ah ça non, c'est un vrai combattant, il ira même jusqu'à se verser de l'acide sulfurique sur la main pour éviter qu'une infection se propage, ce grand fou. Cet homme est vraiment stupide. Bref, Foster menace Jean-Gustave de détruire sa recherche sur le virus et de dénoncer toutes les expérimentations sur les mutants extraterrestres. Et ça, forcément, ça a pas trop plu à Jean-Gustave, qui a conseillé à Mary Vanessa de le raisonner avant qu'il ne soit obligé de passer à des méthodes plus radicales. Un chic type. Quelques heures après sa morsure, Foster, il pétait pas franchement la forme, et l'infection s'était propagée sur tout son corps. Heureusement, Jean-Roger le garde à l'œil et... Ah, mais qu'est-ce que tu fous, mec? C'est ignoble. Ça, c'est pas normal par contre. Jean-Roger s'emploie alors à chasser cette chose sur un fond musical totalement hors de propos. Tu veux me faire avoir une crise cardiaque? Dégage-toi là. Enfin bref, il finit par attraper le truc qui a des dents et... Mon Dieu, qu'est-ce que ça peut bien être, cette chose? J'en sais rien, mais je lui prendrai pas la température. La chose leur balance ensuite du venin dans la gueule, mais ça ne leur fait aucun effet. Parce que... Et c'est alors que le flashback est interrompu par l'arrivée soudaine de Sherry, la fille de Jean-David, qui aimerait beaucoup savoir où est son père. Forcément, Jean-Gustave la baratine et lui affirme que son père n'est pas venu travailler de la nuit parce qu'il était malade. Si j'étais vous, je ne m'inquiéterais pas. Tu as l'air tout à fait digne de confiance. Je vais te croire. Et puis il la fout littéralement dehors. Champion, t'as tout donné, si avec ça elle est pas convaincue que tu lui as dit la vérité. On reprend ensuite le cours du flashback suite à de petites remarques bienveillantes de la part de Mr. Connard. Il commence à ressembler à un de ces mollusques gastéropodes que l'on trouve dans les jardins. Du coup bon, Foster, physiquement, ça va pas beaucoup mieux, hein, et apparemment il envisagerait une reconversion dans la musique, raison pour laquelle il se met à faire des vocalises. Je ne lui prédis pas une grande carrière. Et puis, Jean-Roger fait finalement une découverte qui pourrait bien soigner Foster. Waouh, et si tu nous expliquais tout ça avec des mots simples? La réaction à la mise en phase des pulsations négatives des électrons déstabilisait les liaisons moléculaires mais à une longueur d'onde particulière. Élémentaire. Bref, en gros, il peut soigner Foster et inverser le processus grâce à un accélérateur de particules. Non mais attendez, vous avez encore de l'espoir? Vous
pensez vraiment pouvoir soigner ça? Le seul service que vous pouvez lui rendre à l'heure actuelle, ce serait de l'achever, sérieux. Décision est alors prise d'utiliser l'accélérateur de particules de Talos, justement sur le point d'être testé une semaine plus tard, comme ça tombe bien. Il profite donc de la semaine pour préparer tout ça. Nous l'avons appelé le fusil atomique. Ouais, moi aussi j'adore les termes techniques. Et donc, au bout d'une semaine, Foster va mieux. Non, je déconne, il est horriblement dégueulasse et je conçois même pas qu'il maintienne en vie un truc pareil. Le truc se met soudainement à convulser et entre Jean-Roger qui émerge de sa sieste et Mary Vanessa qui est prise de surdité précoce, c'est le festival du glandier au sein du labo génétique 4 du 9e niveau. On dirait qu'il veut te parler. Ah, sérieux. Ah, j'aime vraiment pas ça. Et pendant que Foster nous fait un remake de The Thing, Mary Vanessa part prévenir Jean-Gustave que le test avec l'accélérateur de particules ne peut plus attendre. Non mais sa tête est en train de se détacher de son corps les gars, au bout d'un moment faut lâcher prise hein. Et puis, c'est le drame. Une chose monstrueuse émerge du corps de Foster et s'attaque à Jean-Roger, qui va trouver refuge dans les bras de Jean-David. Oh, et là on se retrouve au début du film, narration circulaire. De son côté, Sherry est persuadée que Jean-Gustave lui a menti, et ce malgré son incroyable jeu d'acteur. En réalité, elle suspecte que son père soit retenu au sein du centre de recherche et utilisé comme cobaye. Jean-Kevin parviendra-t-il à trouver les mots justes pour la rassurer? C'est absurde, voyons. Tu te rends compte de ce que tu dis? On ne fait aucune expérience sur les gens. Ok, à partir de maintenant, je vais t'appeler Jean Bonnet. Le couple décide donc de partir sur place pour enquêter sur le padré. Eh ben, ils sont pas au bout de leur surprise. Les deux tourtereaux parviennent à entrer dans le complexe grâce au laissez-passer du père et font en sorte d'avoir l'air naturel face aux gardes. Bonsoir, bonne nuit. Personne dit ça par contre. Vous avez oublié de signer. Ah, pardon, je dois penser à des milliers de choses. Ouais, vous savez ce que c'est la vie chez les mutants. Pendant cette infiltration rondement menée qui ferait passer Ethan Hunt pour un putain d'amateur, Johnson et Michel inspectent les fameux couloirs à la recherche du monstre. Par contre, je me pose une question. Étant donné que vous avez des caméras de surveillance un peu partout, vous devriez pouvoir localiser un gros monstre baveux qui se balade assez facilement, non? Ah mais non, je suis con. Pour ça, il faudrait que les agents de sécurité regardent leurs écrans. Du coup, c'est mort. Johnson localise rapidement le chien chelou et vide son chargeur dessus. Tu es sûr qu'il est mort? Haha, blague de killer ça. De son côté, Kim parvient à pénétrer dans le complexe à force d'inventivité. Son plan consistant à poser sa veste sur la rampe de l'escalier extérieur, chose qui allait à coup sûr attirer l'attention du garde. Il ne lui restait alors plus qu'à se cacher hors du champ de la caméra, ce qui la rendrait totalement invisible, tout en espérant que le garde laisserait la porte du complexe ouverte derrière lui. Complètement aléatoire comme plan, vous dites? Oui. De leur côté, Sherry et Jean Bonnet, qui portent vraiment bien son nom, Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? continuent d'explorer le complexe. Mais ils ne sont pas seuls. La petite merde verte et le compositeur fou sont de sortie. Les deux loustiques arrivent alors dans une salle du secteur bleu apparemment, et Sherry tente alors de pénétrer dans le système informatique pour trouver des preuves. Sauf qu'il y a un mot de passe. Mais les mots de passe ne font pas peur à Sherry, contrairement aux mots tout court. T'as été un vrai limier, tu sais. Un quoi? Bref, Sherry étant, je cite, la championne de cryptographie informatique de Princeton, elle ne fera qu'une bouchée du système de sécurité. Ça va juste prendre un peu de temps. Bon, à tester tous les mots de passe au hasard, ça risque effectivement d'être un poil longuet. Kim continue quant à elle son investigation dans les fameux couloirs du complexe qu'on commence à connaître par cœur, mine de rien. Le tout sur une petite musique d'ambiance toujours appropriée. Bref, on s'éclate, c'est vraiment la folie. De son côté, Sherry continue de tester des mots de passe au hasard, je suis sûr qu'elle a deux doigts de craquer le système, cependant que Jean Bonnet fait n'importe quoi avec la déco. Viens voir, je crois avoir trouvé. Évidemment. Il découvre alors que Jean-David est bien inscrit sur le registre, ce qui confirme que Jean-Gustave lui a menti. Oh, alors là je tombe des nues. Mais c'est alors que Michel et Johnson débarquent, et Jean Bonnet a beau avoir un alibi en béton, On jouait à Star Trek avec l'ordinateur. Un comique. ils reconnaissent bien vite Sherry, qui fort heureusement parvient à garder son calme. Où est-il? Je sais qu'il est ici, où est-il? Ah bah non. Du coup Johnson s'énerve, ce qui énerve Jean Bonnet, et qui énerve encore plus Johnson, parce qu'on touche pas aux copains. Les deux hommes s'attellent ensuite à lui laminer sa race à 2 contre 1 pendant que Sherry s'enfuit chercher de l'aide. Et puis, au détour d'un couloir, Kim finit par tomber sur le monstre. Et c'est ça que vous avez pas été foutu de trouver de la journée? Sans déconner, c'est quoi votre excuse? Il était trop petit? Bref, Michel arrive et sort son gun, mais le monstre lance son attaque spéciale. Il avait même pas sa lampe torche, il avait pas une chance. Kim s'enfuit alors à travers les couloirs, hein, toujours eux, toujours lui, et tombe nez à nez avec Mary Vanessa, apparemment d'humeur bavarde. Je veux seulement savoir ce que vous faites ici. Vous êtes la fille de John Griffin? Quel est votre nom? Tu traînes souvent par ici? Kim mentionne sa rencontre impromptue dans les couloirs du centre. Une sorte de monstre. Puis Mary Vanessa la met alors en sécurité dans une salle verrouillée avant de partir à la recherche du monstre. J'espère qu'elle va le trouver, c'est un vrai caméléon. Et l'on retrouve ensuite Sherry qui court dans les couloirs. C'est ce qui s'appelle rentabiliser son décor. J'espère que la BO est dispo sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Ce qui est le cas de mon podcast d'ailleurs. Mais on s'éloigne un peu du sujet. Sherry se fait alors coincer par Johnson, et pour se défendre, elle y va pas par 4 chemins. Et ça énerve un peu Johnson, qui aime pas trop qu'on s'en prenne à sa virilité. Heureusement, Jean Bonnet la sauve de ce mauvais pas. Enfin, il fait ce qu'il peut le pauvre.
Mais c'est alors que le monstre débarque et tue les deux couillons. Comme ça, pas de jaloux. Et pendant ce temps, Kim se fait une pote. Information non traitable, données sans rapport logique. Et puis soudain... Et comme une souris c'est infiniment plus dangereux qu'un énorme monstre assoiffé de sang, Kim laisse son instinct de survie prendre le dessus et décide de quitter son abri sécurisé. Par chance, elle tombe sur Sherry, qui n'avait apparemment pas capté que le monstre était assez basque. Et à l'extérieur, Jean-Gustave débarque dans sa limo. Cernées par le monstre, les deux sœurs doivent tenter le tout pour espérer en réchapper. Sherry décide alors d'aller chercher de l'acide dans l'armoire. Sans doute une tendance locale. Mais elle se fait malheureusement embrocher par le monstre, qui s'amuse un peu avec elle, le bougre. Kim en profite alors pour prendre les choses en main et lui balance de l'acide à la gueule, ce qui libère Sherry. Elles vont enfin pouvoir s'enfuir et pas du tout. Jean-Gustave arrive alors pour mettre un peu d'ordre dans ce bordel et disons que ça se passe pas forcément comme il l'avait prévu. Mais cette fois, les deux sisters peuvent se barrer avec Mary Vanessa. Sans Mary Vanessa. Et puis soudain, juste après ça... ça part en rêve party. Ouais, le monstre, c'est un sacré fêtard. Sherry et Kim tombent alors sur Michel, mais il était pas mort lui. Ta gueule qui les réquisitionne pour finir le travail. Il les envoie donc dans le secteur bleu 00, près de la zone C18 dans le bâtiment Delta, couloir Racine de 15. Et de son côté, Michel surveille la porte, qui tient pas bien longtemps. Pour la petite anecdote, l'actrice qui incarnait Mary Vanessa a décidé de se barrer avant la fin du tournage, ce qui explique cette mort un peu abrupte. Michel s'emploie alors à attirer le monstre dans le secteur bleu 00, sauf que malheureusement, la porte est fermée. Ouais, du coup vous avez l'air un peu con tous, parce que le monstre arrive. Mais heureusement, il la joue fair play et laisse un peu de temps à Sherry pour forcer le verrou électrique. Ils arrivent alors dans la salle de l'accélérateur de particules. Heureusement, il y a un mode d'emploi, ce qui permet à Sherry de le mettre en marche. Mais Michel doit d'abord attirer le monstre au sein du rayon d'impact, et il peut y aller sereinement étant donné que Sherry est en pleine maîtrise. Erreur, arrêt système. J'ai le contrôle. Bref, Sherry ouvre la porte, le monstre débarque, Michel se fait transpercer de part et d'autre, et il est désormais temps de lancer la machine. Sauf que ça marche pas. Quelle surprise! Défaut du débit des particules, défaut au niveau du chargement. Et pendant que Sherry tente de débloquer la situation, Kim décide d'aller aider Michel. Tu faisais quand même vachement moins la maline face à la souris de tout à l'heure, hein. Du coup, Michel se fait libérer, mais Kim se fait attraper à sa place, ce qui fait qu'on n'est pas beaucoup plus avancé. Tu as été d'une grande aide, Kim. Mais la situation finit par se débloquer, et la mise à feu a enfin lieu. Juste à côté de Michel et Kim, qui en toute logique devraient se bouffer une montagne de radiation. Mais bon, ici la logique, c'est un concept un peu abstrait. Ils en ont tellement rien à foutre de la logique à vrai dire que le plan fonctionne, et Foster retrouve donc son apparence d'origine. Espèce de petite peste. Ok, de rien gros. Michel s'emploie alors à finir le travail, et donc à exécuter Foster. Mais heureusement, ce dernier prend la chose avec le sourire. C'est donc ça qu'on appelle sourire à pleines dents? C'est donc un terrible échec. Le plan a foiré et le monstre est de retour. RIP Michel. Sherry reprend alors les choses en main, enfin elle essaye. Attention, qu'est-ce que tu fais? Oh, je ne sais pas. Et du coup elle relance la machine à pleine puissance, ce qui semble achever la créature pour de bon cette fois. Disparition. Ok. Tension magnétique sur fonction nominale. Désintégration des électrons à moins de 26 RMS. Absorption des neutrons 12 billions KTS par centimètre cube. Degré de radiation dans les normes. C'est terminé? Je l'espère bien, oui. Moi aussi, putain. Oh, un couloir. Oh, Jean Benet. Mais attends, t'étais pas mort toi aussi? Je crois que j'ai eu de la chance. Ça vaut autre chose, hein. Bon, ça reste quand même une bonne nouvelle, hein, ne soyons pas rabat-joie. Les trois loustiques peuvent donc rentrer chez eux et Kim va pouvoir retrouver Billy. Sauf que, mauvaise nouvelle. Depuis que la petite merde verte s'est échappée, elle est devenue une merde verte de taille moyenne et elle a pas l'air hyper commode. Le cauchemar n'est pas terminé. Ah ouais, c'est pire que les Pokémon votre histoire là. D'accord, ça se finit comme ça donc. Tiens, ça me rappelle un peu la fin de Dracula 3000 en mode plus rien à foutre. Ah oui, clairement plus rien à foutre pour le coup. On me paye pas assez pour cette merde. Incroyable ça. Alors, Métamorphosis, c'était intéressant. Pour être tout à fait honnête avec vous, je trouve que par rapport à tous les sinistres rétro dont on a pu parler, celui-là serait plutôt dans la moyenne haute. Il y a quelques séquences chocs qui fonctionnent plutôt bien, les créatures sont cool et relativement crédibles, et j'avoue que toute la phase de transformation de Foster m'a un peu mis mal à l'aise. Ouais, j'ai un souci avec ça, j'avoue. La mouche m'a traumatisé par exemple. Oui bon, j'ai ma petite sensibilité, qu'est-ce qu'il y a? Parce que tous ces effets spéciaux old school, ils font quand même leur petit effet, je trouve. Si on compare ça au CGI Tools de The Thing version 2011 par exemple, pour moi, c'est clairement Métamorphosis qui s'en sort le mieux. Bref, pour un nanar à $1 million, il y avait un certain potentiel. J'aurais même été prêt à pardonner l'utilisation abusive de ce putain de couloir. Mais le problème, c'est que les personnages sont tous cons comme des tartes aux pommes.
Du coup bon, tout le potentiel est gâché, et au final le film est surtout ridicule. Dommage. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a fait marrer, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, et je vous dis à bientôt, salut! Et on n'oublie pas de cliquer sur le lien ou scanner mon QR code pour tenter de gagner une Nintendo Switch OLED.